Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver sur Gabon 24 dans le cadre de votre émission L'Entretien. Nous sommes avec Monsieur Pierre Goudiaby Atepa. Il est l'architecte en chef du projet Libreville 2. Avec lui, nous parlerons en long et en large de ce faramineux projet initié par le chef de l'État gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24, monsieur. Merci de m'avoir invité. Alors, on entend parler de M. Pierre Goudiaby Atepa. On parle du projet Malabo 2 que vous avez bâti. Vous avez été l'un des chefs de ce projet-là. Alors, qui est réellement M. PGA, comme ceux qui vous connaissent vous appellent? Bien, merci beaucoup. Je suis bien sûr Pierre Goudiaby Atepa. Atepa signifie le bâtisseur dans ma langue nationale, dans ma langue maternelle. Quand j'ai fini mes études en 1973 et que je suis rentré, ma tante m'a baptisé Atepa le bâtisseur. Donc c'est de là où vient mon nom. J'exerce, comme je vous l'ai dit, depuis un peu plus de 50 ans. J'ai créé un groupe qui ne fait pas que de l'architecture, qui va au-delà de l'architecture. Mais ça, peut-être après avoir parlé de Libreville 2, on pourra en parler. Alors, combien de réalisations à votre compteur? Je vous inviterai, puisque nous sommes à l'heure d'Internet, d'aller sur Internet, ça sera plus facile. Mais il y a des projets sur lesquels je suis peut-être mieux connu. Le dernier en date, c'est le monument de la Renaissance. Mais avant ça, il y a presque 50 ans, j'ai eu le privilège d'avoir fait le siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour la petite histoire, à l'époque, l'immeuble le plus haut de Dubaï avait 10 étages. Nous, on était à 23 déjà à l'époque. Malheureusement, puisque l'Afrique refuse de bouger, 50 ans après, à Dubaï, ils sont à 200 étages. Nous, on est toujours à 23, c'est toujours l'immeuble le plus haut de Dakar. Et c'est dire que quand les autorités de ce pays m'invitent à partager un rêve et à essayer de faire que ce soit une réalité, vous comprendrez bien que je ferai tout avec les collègues qui vont m'entourer pour que ce soit une réussite. Et nous y reviendrons. Parlons à proprement dit du projet Libreville 2. Présentez-nous ce projet. À quand la date du lancement? Est-ce qu'il a déjà été lancé? Mais il a été lancé hier, comme vous le savez, dès l'instant où on a posé la première pierre. Maintenant, il y a une période d'études qui a commencé bien avant ça. Ça fait à peu près 1 an que nous travaillons là-dessus avec les collègues dont je parlais tout à l'heure. Nous allons continuer les études et nous pensons qu'avant la fin de l'année, on va commencer effectivement la réalisation de l'aéroport déjà, qui sera le premier jalon de ce projet, et ensuite les VRD, les routes, etc., l'assainissement, tout en respectant le site, qui est un site magnifique. Et c'est pour cela que vous avez vu que dans le libellé, nous avons parlé de ville intelligente et verte. Alors, pourquoi nécessairement ce projet? Il y a la question qui se pose. On aurait pu transformer Libreville actuelle. Pourquoi se projeter sur un Libreville 2? C'est une excellente question, Madame Séni. Vous savez, il faut dans la vie avoir des rêves et faire de sorte que ces rêves soient structurés et que ces rêves soient une réalité pour le bonheur de nos populations. Je donne souvent l'exemple de notre fameux monument de la Renaissance, mais ça, c'est pas ça la question. Nous avons mis au point, et je crois que c'est certainement une des raisons pour lesquelles les autorités nous ont demandé d'avancer, un concept économique unique pour la réalisation des villes. Il est plus facile et peut-être, et j'en suis sûr, plus convenant de faire ce qu'on appelle un nouveau pôle urbain. Un, pour décongestionner
Libreville 1, mais également et surtout pour faire de sorte que des gens comme vous et d'autres puissent avoir des espaces où ils peuvent s'épanouir, tout en ne constituant pas un frein pour le développement de Libreville. Je m'explique. Dites-nous. Le concept que nous avons mis en place est basé sur une structuration foncière qui voudrait que, si on prend le cas de là où on était hier, vous prenez 10 000 hectares. Aujourd'hui, c'est presque sans valeur, c'est peut-être 10 $, 20 $ le mètre carré. 6 000, 10 000 francs le mètre carré, pour parler en CFA. Le fait d'avoir décidé courageusement de faire un nouveau pôle urbain plus moderne et dégager plus d'espace pour que les uns et les autres puissent avoir leur petit lopin de terre pour y construire leur maison, ne serait-ce que cet aspect-là, le fait d'avoir décidé de ça fait que la valeur foncière que vous avez va être multipliée par 200. Je donne toujours l'exemple d'un terrain que j'ai acheté à Dakar il y a 42 ans, que j'ai acheté il y a 42 ans à 45 millions et qui aujourd'hui, le même terrain a une valeur de 17 milliards. C'est ça qui va faire que demain, cette valorisation foncière va servir de garantie pour donner aux promoteurs qui vont venir construire la ville. En d'autres termes, vous avez environ 20 milliards potentiels, vous avez besoin de 5 milliards pour faire toutes les infrastructures que vous avez vues, y compris l'aéroport. Une première phase certainement de 3 milliards. Et là, vous parlez de l'estimation du projet à terme. À terme, une ville, on ne finit jamais de la construire, mais je peux vous dire que dans les 7 ans, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, on aura certainement dépensé 3 à 5 milliards d'euros pour faire encore une fois toutes ces infrastructures-là. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est cette valorisation foncière qui va faire que l'État n'aura pratiquement rien à décaisser. Et c'est ça qui est important, parce que non seulement l'État ne va rien décaisser, mais cette valorisation foncière va faire qu'une partie de cet argent-là sera consommée ici. Il y a mieux que ça, madame. Créer une ville nouvelle, ce n'est pas uniquement les bâtiments que vous voyez, c'est créer une nouvelle richesse. Je donne cet exemple-là. Aujourd'hui, si vous aviez des champs, je dis toujours, de rotin, vous décidez que vous voulez faire des parquets en bambou. Dans 3 ans, quand nous allons devoir faire les sols des bureaux ou des maisons, c'est chez vous qu'on va aller chercher le bambou. Et justement, c'est là l'inquiétude de certains compatriotes qui se disent que les fonds, on va encore les puiser dans les caisses de l'État alors qu'on pouvait faire autre chose avec cet argent. Mais vous n'avez peut-être pas compris ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'est pas question de toucher aux caisses de l'État. Il y a une amorce, il faut bien qu'on nous paye nos études. Mais en dehors de ça, madame, je vous ai expliqué que dans 7 ans, tout emprunt qui aura été fait sera non seulement intégralement remboursé, mais il vous restera assez pour faire d'autres investissements. Donc c'est comme ça qu'il faut le prendre. Il faut comprendre que la ville nouvelle va créer de la richesse et qu'elle ne va pas consommer la richesse qui est déjà là. Elle va ajouter à la richesse. Et j'ai d'autres exemples que je peux vous donner. Vous voyez par exemple, nous avons décidé dans le cadre de cette ville-là de créer un parc pour les enfants. Dans Libreville 2, nous allons créer ce nouveau Disneyland africain. Et vous pouvez, on vous donnera les images que vous pourrez éventuellement partager à la télévision. Ça sera avec nos héros, ça sera avec nos éléphants, ça sera avec notre nature et surtout, ça viendra de notre culture. J'ai donné un exemple de Leuc-le-Lièvre, Bouquilienne, etc. Donc voilà ce que nous allons créer pour donner un exemple qui va attirer les gens. Beaucoup de gens vont venir chez vous
Et c'est important. On parlera d'un autre aspect tout à l'heure pour que vous compreniez. Je pense que ce que j'ai compris du rêve de ceux qui nous ont demandé de travailler, c'est de faire de Libreville 2 une espèce de capitale culturelle, économique, sociale de la sous-région, en y intégrant notamment les nouvelles technologies et plus précisément l'intelligence africaine. L'intelligence, artificielle. Et justement, on parle de caractère innovant de ce vaste projet. On parle de ville intelligente. Qu'en est-il réellement? Qu'est-ce que ça signifie, une ville intelligente? C'est une ville d'abord qui ne consommera pas, dont les énergies consommées seront renouvelables. On ne va pas être là, on sera pour le solaire bien sûr et d'autres énergies renouvelables. Il y a également, par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, la circulation elle est gérée par l'intelligence artificielle. Donc, tout le circuit, toutes les circulations, le traitement des déchets, le traitement de toute la ville sera géré de manière intelligente. C'est ce qu'on appelle les villes intelligentes et vous aurez certainement une des premières villes intelligentes d'Afrique. Vous avez dit tout à l'heure que ce projet va permettre à l'État de créer de la richesse, mais est-ce qu'on peut savoir d'où viendront les sources de financement en dehors des caisses de l'État? Mais c'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure, madame. Vous savez, j'ai été Permettez qu'on insiste sur la question. Oui, non, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Mais je vous rappelle que j'ai été patron de la Bourse de l'Afrique de l'Ouest. Donc quand je parle économie, je sais un peu de quoi je parle. Nous allons créer ce qu'on a appelé une SPV, Special Purpose Vehicle, une espèce de caisse. L'État va prendre tout le foncier, va mettre ça dans la caisse. Cette caisse-là aura déjà une valeur. Les terrains qui vont être là, c'est cette caisse-là qui va les vendre après aux individus à des taux, à des coûts bien sûr raisonnables, parce que l'État a toujours insisté pour que le commun du Gabonais puisse accéder à la propriété. Tout ça en intelligence avec les populations locales qui seront là. Je vous donne un exemple, elles seront peut-être certainement intégrées dans la SPV et elles auront 5, 10, 15% de la SPV, ce qui leur permettra, eux, de développer leur terroir. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter, mais il faut bien sûr de quoi amorcer la pompe. Et là, vous avez un État, il y a beaucoup de choses. Il y a d'autres choses également. Nous allons accompagner l'État pour que ce soit non seulement un hub pour ce dont nous avons parlé tout à l'heure, à savoir le Savannah Kingdom, à savoir la Cité des Sciences, l'aéroport d'Andem, l'aéroport international. Nous allons au-delà de ça. Nous sommes en train de négocier et de discuter avec les autorités pour intégrer le plus gros projet que nous ayons, nous, sur la côte ouest africaine. C'est ce que nous avons appelé les nouvelles routes de l'acier et de l'aluminium, qui aujourd'hui sont de 80 000 km. Nous voulons le réduire déjà au Sénégal à 1400 km et chez vous pratiquement à 0 km. Comment ça va se faire? Merci beaucoup. Vous savez qu'aujourd'hui, le fer sur lequel, qui encadre la chaise sur laquelle je suis assis, on prend les minerais chez nous en Afrique, font 20 000 km pour aller en Chine, être transformés et nous revenir. Vous allez pouvoir, grâce à la vision de vos dirigeants, créer des sidérurgies ici. Vous allez utiliser, je sais que vous avez des réserves énormes de fer, vous allez utiliser le gaz que vous avez déjà pour faire les transformations sur place. C'est toute cette série d'initiatives de développement pur qui vont faire que vous allez vous en sortir. Il y a également une question fondamentale que vous devez vous poser. C'est la population gabonaise, elle est, je crois, à 2 300 000 habitants. 2 300 000. Vous êtes entouré par des pays où ils sont 30 millions, parfois 100 millions. Qu'est-ce que vous devez faire, vous, pour tirer votre épingle du jeu de cet environnement-là,
sans qu'on ne vous engloutisse. C'est là où la réflexion doit se poser. Vous devez être, je ne parle pas de Dubaï, peut-être le Dubaï de la sous-région, peut-être l'endroit idéal où tous les ressortissants de la sous-région et de l'Afrique voudront venir dans le cadre d'une intégration africaine. Que ce n'est pas une vue de l'esprit? Écoutez, madame, moi j'ai quand même 52 ans d'expérience. À chaque fois que j'ai fait quelque chose, c'était d'abord une vue de l'esprit. Vous ne pouvez pas faire quelque chose qui ne démarre pas par une vue de l'esprit. Seulement voilà, une vue de l'esprit, vous essayez après de la concrétiser. Sinon, vous faites de la négation. Donc oui, c'est des objectifs. Moi qui vous parle, bon, vous savez, on est en train de faire Diamniadio. C'était une vue de l'esprit. Si je prends même le monument, le fameux monument de la Renaissance, auquel personne ne croyait, c'était une vue de l'esprit. Vous demanderez aux Tchadiens qui connaissent la place de la nation, que nous avons réalisée il y a une vingtaine d'années, c'était une vue de l'esprit. Mais nous, grâce à Dieu, nous bâtissons non seulement des villes, mais nous créons des équipes. Au moment où je vous parle, vous avez vu une dizaine d'architectes locaux qui sont en train de m'attendre pour une réunion. Nous créons les conditions pour que le rêve des gens puisse être réalité. Regardez Dubaï, je vous ai donné cet exemple-là. Cher Ahmed, quand il a fait Dubaï, je vous l'ai dit, le plus haut, l'immeuble le plus haut avait 10 étages. Il a accepté que Dubaï soit un peu le centre de toute cette sous-région-là. Et il a fait de sorte qu'il en soit ainsi. Donc, et vous avez une chance extraordinaire. Vous avez des dirigeants qui y croient et qui veulent bosser. C'est ça l'essentiel. Donc vraiment, je vous dis, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Comme disait le pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Tant que ce que vous voulez faire est du bien pour votre pays, n'ayez pas peur. Et de grâce et des ambitions. Vous savez, moi qui vous parle. Pendant 6 ans, j'avais une boutique sur les Champs-Élysées. Pourtant, je viens de la Médina. J'avais un bureau au cœur de Pékin, dans le CDB de Pékin. Pourquoi? Parce que je voulais lancer des satellites pour les deux sous-régions, l'UMOA et la CEMAC. Donc, ayons de l'ambition. Surtout, encore une fois, puisque vous êtes une petite population, mettez l'accent dans la connaissance, dans l'éducation, pour que vous puissiez être un peu la Grèce de toute cette sous-région-là. C'est ça l'essentiel. Donc, au-delà de la ville, regardez tout ce que la nouvelle ville peut impulser comme dynamique de développement. Et c'est ça qui me plaît chez votre président. Alors, bâtir, c'est aussi faire face à plusieurs défis. Quels sont les défis techniques que vous pouvez rencontrer puisque vous avez déjà commencé les études géotechniques? Non, les défis techniques, nous avons appris à les transformer en opportunités. Le défi le plus grand ici, bien sûr, parce que de temps en temps, je regarde le ciel, je me dis, est-ce qu'il ne va pas pleuvoir? Mais c'est un atout. Oui. Et nous faisons en sorte qu'on puisse l'utiliser. Au Gabon, il pleut 9 mois sur 12. Mais c'est très bien, c'est une aubaine. Sinon, il faut en faire une aubaine. Et nous savons comment. Alors, parlons à présent de l'organisation du projet, les équipes, les implications, les compétences locales. Vous avez parlé d'une dizaine d'architectes locaux avec qui vous comptez travailler. Comment ça va se passer? Mais la réunion de tout à l'heure va nous préciser ça un peu, mais ce n'est pas que les architectes. Je vous ai expliqué, madame, tout à l'heure, que construire une ville, encore une fois, ça va au-delà des bâtiments. Je vous ai dit, si j'étais là, que je prendrais je ferais une plantation de bambou pour pouvoir demain faire les sols, au lieu que les carreaux ne viennent de Chine, ça sera des carreaux ici. J'ai vu, quand on a cherché la première pierre, on s'est dit, voilà, est-ce qu'on ne va pas encadrer les jeunes pour qu'ils fassent des blocs de pierre pour faire les routes? Au moins 10 à 20% des routes viendront des blocs de pierre.
etc., etc., etc. Vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez faire des fers à béton synthétiques avec de la fibre de verre. Voilà qui va créer des emplois, beaucoup d'emplois, qui va créer de nouveaux capitaines d'industrie autour de l'industrie du bâtiment. Ce sont toutes ces choses-là qui, mises ensemble, vont faire que ce sera une réussite. Nous n'en avons pas de doute. Maintenant, comment est-ce que nous nous sommes organisés? D'abord, je vous ai dit, mon cabinet à Dakar, qui a été choisi pour faire le lead, nous avons quand même 50 ans d'expérience. Et bon, ici et ailleurs, je ne peux pas énumérer tout ça. Nous avons pris des compétences locales ici, qui vont être dirigées par Antoine Goua, qui est un architecte émérite que vous connaissez et qui est un ami de plus de 35 ans. Et c'est lui qui va organiser les architectes. Mais on n'a pas besoin que des architectes. Je vous ai dit que, par exemple, dans le parc, dans la partie parc culturel, nous allons créer des studios d'enregistrement pour vos artistes et les artistes de la sous-région, pour qu'ils puissent venir produire des films, produire de la musique. C'est un arc-en-ciel d'opportunités que cette ville-là va vous offrir. Et c'est là où j'ai interpellé également, puisque vous me parlez des locaux, quand il y a des idées positives comme ça, c'est bien de les critiquer, il faut les critiquer, parce que nous sommes en démocratie. Mais il faut également y mettre du soi. Si tout le monde y croit, c'est ce qu'ils ont fait à Dubaï, ça va marcher. Mais si à chaque fois on remet en question, croyez-moi, prenez ça d'un papy de 78 ans, ça ne marchera pas. Vous avez la chance d'avoir des dirigeants actuellement qui veulent développer le pays. Donnez-leur cette chance-là en les poussant, en les encourageant à travailler. Parce que c'est ça le problème. Les gens ne veulent pas travailler. En dehors de cela, vous évoquez tout ce qui est ville, intelligence artificielle, ville intelligente. Mais au Gabon, il y a quelques mois encore, et cela a essayé d'être résolu par les autorités, cette crise énergétique-là. Comment on peut construire une ville alors qu'il existe une crise énergétique dans le pays? Comment comptez-vous aménager, permettre à ce que cette ville-là puisse voir le jour devant ce défi-là, la crise énergétique? Vous avez vu que dans l'équipe, hier, je me moquais d'ailleurs, j'ai dit que les Chinois étaient incontournables. La société, pour ne pas la nommer Sinotech, avec laquelle nous travaillons, va venir investir dans l'énergie, notamment solaire. Parce qu'encore une fois, moi qui vous parle, il y a 60 ans, j'ai fait ma thèse. 60 ans, ça fait, oui, il y a 55 ans plutôt, sur l'énergie solaire. À l'époque, j'avais créé des bus solaires, il y a 50 ans, parce que c'est la solution pour l'Afrique. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais peut-être nous rappeler quelques projets dans lesquels vous êtes engagés ici au Gabon. Et votre mot de la fin, bien sûr. Non, mais c'est ce projet-là que j'attends depuis très longtemps, parce que j'ai offert une petite anecdote. La première fois que je suis venu au Gabon, il y a 40 ans, c'est Laure Gonjou, que vous connaissez certainement, votre ancienne ministre, dont le père était président de l'Assemblée nationale, qui m'avait invité pour faire votre Assemblée nationale. Malheureusement, on n'a pas pu le faire pour plusieurs raisons. D'abord, les colons étaient encore là et je n'avais pas à l'époque la chance d'avoir un homme d'ouverture et d'intégration africaine qui est votre président, que je remercie au passage. Parce que lui, il croit en l'Afrique. Comme je vous l'ai dit, le premier projet que j'ai fait il y a 50 ans, on était les seuls Africains. Il y avait une trentaine de cabinets internationaux et nous avons gagné parce qu'on nous a fait confiance. Et là, oui, je pense que ce projet-là, si tout le monde suit de la manière la plus positive possible, en critiquant bien sûr, mais des critiques constructives, pour qu'on puisse construire ce pays-là, pour qu'on puisse construire l'Afrique et que l'Afrique puisse amener sa contribution dans le développement
de l'universel. Et n'ayez pas peur de ça. Vous avez une contribution, vous avez votre mot à dire, vous avez votre apport à donner. Et c'est important. Pierre Goudiaby Atepa, architecte en chef du projet Libreville 2. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de l'entretien de Gabon 24. À bientôt.